la gestion des périphériques. C'est une ressource parmi les ressources qui existent au niveau de la machine, donc qui est du ressort du système d'exploitation. Nous allons voir à partir de cette gestion qu'elle est un peu particulière par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, puisqu'il s'agit de la gestion des périphériques, la première des choses, c'est de définir un périphérique, c'est quoi? Donc, un périphérique, c'est un organe qui est capable de transférer de l'information, soit de la mémoire vers le périphérique, ou bien inversement, du périphérique vers la mémoire, ce qu'on appelle communément des opérations d'entrée-sortie, c'est-à-dire c'est un moyen qui vous permet de faire entrer de l'information au niveau de l'ordinateur, ou bien c'est l'inverse, c'est de récupérer de l'information de l'ordinateur vers l'extérieur. Donc ça, c'est la définition du périphérique. Et donc, cette partie du système d'exploitation, elle va s'occuper de ces périphériques. Monsieur, oui. Le partage ne marche pas. C'est l'éternel problème de cette version. La dernière fois. Et donc, toujours, monsieur. Reprends. Le problème. Je reprends le partage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme truc? La première page, juste seule. Gestion de périphérique. Oui, chez moi, il est en deuxième, en troisième. Non, c'est toujours la première. Ouais, de toute façon, depuis la mise à jour, depuis la mise à jour, la dernière mise à jour, il commence à poser ce problème. De toute façon, attends, je vais voir. Monsieur, vous pouvez juste quitter le full screen à Hadji. Oui, mais le full screen, c'est pas très bien visible quand même. Hein. Quand tu fais le truc, ça te donne pas une bonne, je dirais, malheureusement. Ça donne pas une bonne visibilité de la chose. Donc, ok. Je vais faire ce partage. Ok. Maintenant, je suppose qu'il y est. Oui, c'est bon. Ouais, mais, sauf qu'il est petit. Ok. Donc, ce que j'avais dit, il y avait un petit problème qui était posé au système d'exploitation. C'est que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, on a vu les choses d'une manière uniforme. Par exemple, si on reprend la gestion des processus, on a vu que les processus, c'était des processus qui étaient uniformes, dans le sens où tous les processus étaient, d'un point de vue déjà structurel, je dirais, identiques. Dans quel sens? C'est que au niveau de la structure, tous les processus sont uniformes, dans le sens où vous avez le programme plus le PCB. Et donc, il était valable pour tous les processus de la même manière. Pourquoi? Parce que chaque processus, il occupe un espace mémoire, donc on trouve l'information sur l'espace mémoire. Chaque processus, il a un nom, donc on retrouve le nom de ce processus. Chaque processus, il a une priorité, donc on retrouve la priorité, et ainsi de suite. Chaque processus, il a un temps. C'est vrai qu'on ne le connaît pas, mais on arrive à le deviner à la fin, c'est-à-dire à la fin de l'exécution du programme, du processus, on arrive à trouver ce temps d'exécution. Et donc, c'était quelque chose qui était uniforme. De la même manière, quand on a vu la gestion de la mémoire, c'est avec une technique similaire. Donc, il y avait l'espace mémoire qui était divisé en pages, et donc tous les processus, c'est quoi? C'est un ensemble de pages. Et donc, chaque page, elle a une taille qui est identique aux autres. On arrive, grâce à la table des pages, à gérer l'ensemble des pages d'un processus. Et donc, c'était encore uniforme. De la même manière que ce qu'on a vu au niveau de la gestion des fichiers, donc on a pu uniformiser aussi les fichiers. Pourquoi? Parce que chaque fichier, à travers une structure telle que Unix par exemple, où il y a la structure d'inode, et donc qui était identique pour tous les fichiers. Chaque fichier, il a un nom, il a un propriétaire, il a une taille, il a une date de modification, de création, il a des droits d'accès, etc. Et donc c'était valable pour tous les fichiers d'une manière similaire.
Le problème maintenant qui se pose au niveau des périphériques, c'est pour ça que leur gestion elle est un peu particulière, c'est que les caractéristiques des périphériques n'est pas la même. En quoi consistent ces caractéristiques? C'est tu prends la vitesse d'exécution, c'est-à-dire que c'est un organe qui est capable de transférer de l'information. Il y a un périphérique qui est lent, qui va transférer un caractère, par exemple, par seconde. D'autres qui sont capables de transférer plusieurs caractères par seconde, etc. Et donc, au point de vue vitesse, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas les gérer tous de la même manière. Deuxième problème, c'est quoi? C'est l'unité de transfert. Donc, cette unité, elle peut se réduire à un seul caractère. Exemple typique, c'est le clavier. Donc, le clavier, tu envoies caractère par caractère. Par contre, tu prends le disque, il est capable d'envoyer un bloc à la fois. Et donc, un bloc qui peut faire 512 jusqu'à 1024 octets. Vous avez aussi la représentation des données. La représentation des données n'est pas la même. Donc, si je prends le clavier, donc, c'est l'outil qui est le plus utilisé par l'ensemble des utilisateurs. Donc, ce clavier-là, donc, ce que vous voyez, vous, d'une manière visuelle, vous avez un ensemble de touches. Donc, dans ces touches-là, c'est écrit des caractères. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme acquis, comme PC. Usuellement, vous avez des caractères latins, dans d'autres, vous avez des caractères latins et des caractères arabes, etc. etc. Donc, ça, c'est valable selon le pays, etc. Donc, si je vous dis quelle est la représentation de la touche, donc la touche, elle est physique. Mais la représentation de la touche, ça veut dire qu'elle représente un caractère. Or, un caractère, sa représentation, elle est numérique. Donc, le problème qui se pose, c'est comment interpréter justement ces différentes touches. Et donc là, si vous analysez un peu la chose à travers ce qui existe comme littérature, le clavier, réellement, c'est quoi? C'est un signal électrique, sans plus, parce que ce que vous voyez, c'est des touches reliées avec des fils électriques, etc. Et donc, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, il va y avoir un signal électrique qui sera envoyé vers l'unité centrale qui va l'interpréter. Par contre, si vous prenez le clavier, l'écran, par exemple, l'écran, c'est quoi? C'est un dispositif avec de la lumière. Et donc, on utilise effectivement de la lumière derrière. C'est, à vrai dire, c'est des points qui existent au niveau de votre écran, qu'on appelle communément des pixels. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de résolution au niveau de l'écran en pixels. Et à un moment donné, si on veut t'écrire quelque chose, te montrer quelque chose, la technique, c'est quoi? C'est d'allumer ou d'éteindre des pixels. Donc, quand vous allez allumer des pixels et éteindre des pixels, vous allez voir qu'il y a une forme qui se développe. Et à vrai dire, cette forme, c'est quoi? C'est la forme des caractères ou de dessins, etc., de n'importe quel objet qu'on veut montrer au niveau de l'écran. Et donc là, vous voyez déjà que entre le clavier et l'écran, ce sont deux mondes qui sont complètement différents. Si je passe au disque, ça va être autre chose. Au niveau du disque, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un disque ouvert, etc. Le disque, c'est quoi? C'est une surface plane sous forme de disque, c'est-à-dire de cercle. Et cette surface, elle est beaucoup plus électromagnétique. Donc, ça veut dire qu'on utilise de l'électromagnétisme. Et donc, chaque information, elle est sous forme d'une onde magnétique qu'on interprète. Et j'en passe, vous pouvez avoir des CD ou des DVD, etc., qui utilisent une autre technique, c'est la technique de rayon lumineux. Donc, tout dépend je dirais, du support qui est utilisé. Vous avez en général une représentation physique de l'information qui est différente d'un périphérique à un autre. Et donc là aussi, c'est un problème qui est un peu complexe. Et je termine par une dernière différence qui existe entre les périphériques. C'est au niveau du périphérique, oui, l'écran est toujours figé parce que je suis en train toujours d'expliquer le même slide, je n'ai pas encore changé. Donc, je parle toujours des caractéristiques hétérogènes des périphériques. Donc, la dernière opération, c'est quoi? C'est
les opérations qui sont autorisées sur le périphérique. Donc, au niveau d'un périphérique, ce que vous pouvez faire, par exemple, sur le clavier, vous pouvez taper sur les caractères sans plus. Par contre, si je prends l'écran, vous avez différentes opérations que vous pouvez faire. Vous pouvez écrire sur une ligne. Vous pouvez faire un saut de ligne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est effacer l'écran. C'est une opération qui n'existe pas sur le clavier. Effacer le clavier, ça n'a aucun sens. Par contre, ça a un sens au niveau de, je dirais, de l'écran. Si je passe je dirais, à l'imprimante, tu peux avoir une nouvelle opération. Par exemple, une nouvelle opération qui consiste à passer à la page suivante. Ça veut dire qu'il va y avoir un truc mécanique qui permet d'alimenter l'imprimante par une nouvelle page qui va la faire introduire dans son système mécanique pour qu'il puisse imprimer dessus, et ainsi de suite. Et donc, chaque périphérique se retrouve avec des opérations qui lui sont spécifiques. Donc, tout ça fait que la gestion, justement, des périphériques, elle est un peu particulière et on n'a pas un système, je dirais, monobloc, unique, tel qu'on l'a vu, par exemple, dans la gestion des processus. Vous avez un scheduler qui s'occupe de tous les processus parce qu'ils sont tous identiques, au point de vue gestion. Et au niveau de la mémoire, c'est la même chose, le gestionnaire de la mémoire qui permet de gérer l'ensemble des pages qui sont affectées. Au niveau de gestion du périphérique, bien entendu, ce qu'on a, on a des sous-systèmes et qui sont adaptés par rapport à un type de périphérique. Et on verra par la suite qu'effectivement, au niveau des opérations qui sont utilisées, tu peux avoir des périphériques d'entrée, c'est-à-dire tu ne peux que lire l'information. Tu peux avoir des périphériques où tu ne peux que écrire l'information. Comme tu peux avoir des périphériques qui vont avoir les deux opérations en même temps, c'est-à-dire des périphériques où tu peux lire et tu peux écrire à la fois. Et donc, tout ça fait que la gestion des périphériques, elle est un peu particulière dans le sens où tu as, à un moment donné, des gestionnaires spécifiques par rapport à chaque type de, je dirais, de périphérique. Alors, en passant après avoir vu tous ces éléments-là, donc le gestionnaire de périphérique, qui est dans le cadre de système d'exploitation global, en dépit de toutes les caractéristiques qui sont différentes des périphériques, le système d'exploitation, on l'avait dit que son rôle majeur et son objectif majeur, c'est de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Maintenant, s'il y a une représentation spécifique par rapport à un périphérique, l'utilisateur n'a pas à se soucier de ça. Donc, je suppose que si je vous posais la question en disant quel est le code qui est envoyé par le caractère A, par exemple, au niveau de l'unité centrale, très peu de gens parmi vous connaissent ce code-là. Donc, pourquoi? Parce que ça, c'est le code qu'on appelle en général le code de balayage ou bien communément connu sous le nom de scan code. En général, ces scan codes proviennent directement du constructeur. Et ensuite, il y a cette, je dirais, correspondance qui se fait entre le scan code et le code de représentation universelle que vous connaissez tous, c'est le code ASCII. Ça veut dire qu'il y a une table de correspondance qui permet de faire le lien entre le scan code et la représentation interne au niveau de la machine qu'on appelle communément le code ASCII. Et donc, ces éléments-là, en général, sont cachés à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation présente une machine virtuelle facile à utiliser. Et c'est là où apparaît effectivement le rôle du système d'exploitation de faciliter les choses à l'utilisateur. Parce que imaginez-vous qu'on a gardé les scan codes, ça va être très difficile à beaucoup de monde d'utiliser la machine. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens qui veulent l'utiliser connaissent tous ces détails techniques et qui sont assez encombrants et assez difficiles à maîtriser. Et de la même manière, je peux avoir même une indépendance. Par exemple, l'exemple typique que tout le monde utilise, vous allez imprimer. Quand vous voulez imprimer, on peut avoir différents types d'imprimantes.
Donc, si on doit imprimer en connaissance deux types d'imprimantes, ça va être aussi très difficile. Et même point de vue portabilité, ça va poser problème. Ça veut dire que vous écrivez un programme qui permet d'imprimer sur une imprimante Canon. Demain, il va y avoir une imprimante Epson. Ça veut dire que vous ne pourrez plus imprimer. Et donc là, le système d'exploitation va dégager justement l'utilisateur de ces spécificités. Et donc, indépendamment du périphérique, il peut effectivement réaliser cette impression. Alors, quelles sont les fonctions que doit assurer le gestionnaire des périphériques? Bien entendu, il doit gérer tous ces périphériques. Ça veut dire que quand on gère, ça c'est un peu le principe qui est utilisé dans tous les modes de gestion. Si vous voulez gérer, vous êtes obligé automatiquement de ce qu'on appelle réaliser une opération d'identification. Donc, si vous n'arrivez pas à identifier vos objets, vous ne pourrez jamais les gérer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des confusions entre les différents objets à gérer. Et là, il est difficile de réaliser une gestion saine. Et donc, le système de gestion périphérique, il va faire la même démarche qui a été faite avec les processus, avec la mémoire, avec les fichiers, etc. Et donc, si vous remarquez un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'au niveau des processus, on a créé une structure de données qui permet de gérer le processus, ce qu'on appelle les structures de contrôle d'une manière générale. Donc, quand tu veux gérer, ça veut dire que tu veux contrôler un peu les objets. Donc, on a utilisé cette structure de contrôle qu'on appelle le PCB. De la même manière, quand on voulait gérer les pages, on a créé une table des pages qui nous permet de gérer justement ces pages. Quand on a voulu gérer les fichiers, on a créé une structure qui permet d'identifier le fichier. À titre d'exemple, l'inode qui se trouve dans Unix. Donc, c'est une structure de contrôle qui permet de contrôler les fichiers. Là aussi, de la même manière, on est obligé de contrôler les périphériques. Donc, on a créé des structures de contrôle qu'on appelle l'UCB. L'UCB, c'est quoi? C'est le bloc de contrôle de l'unité. Donc, tu as une unité périphérique. Pour pouvoir la gérer, automatiquement, tu dois l'identifier grâce à sa structure. Et donc, c'est ce que fait le gestionnaire de périphérique. Et donc, à tout moment, il garde l'ensemble de ces structures qui sont les périphériques qui existent et qui sont connectés au niveau de la machine. Et à tout moment, quand l'utilisateur veut une opération sur tel périphérique, la première des choses, lui, il va chercher parmi tous les périphériques, est-ce que le périphérique existe? Par exemple, tu demandes à écrire ou à lire sur un CD-ROM, alors que ta machine ne possède même pas un CD-ROM. Donc, automatiquement, il est obligé de vérifier dès le départ et dire que, attention, il y a une erreur, le périphérique que vous cherchez ne se trouve pas. Et donc là, à tout moment, la première des choses, c'est l'identification. Et donc, elle se fait grâce à cette unité de contrôle qui est l'UCB. La deuxième fonctionnalité que doit assurer le gestionnaire de périphérique, c'est de définir une politique qui permet de déterminer qui aura un périphérique, mais pour combien de temps. Donc, à un moment donné, il doit voir le périphérique, est-ce qu'il existe? Et quand il existe, il va falloir décider pour dire, est-ce que on peut allouer ce périphérique à un processus ou pas? Parce que nous allons voir par la suite qu'il y a des périphériques qui peuvent être utilisés en même temps entre plusieurs processus, d'autres non. Et donc là, lui, il va décider à un moment donné quel est le périphérique, qui a été alloué, quel est celui qui n'est pas alloué, qui peut être alloué à plusieurs processus en même temps, etc. Alors ensuite, à un moment donné, quand il définit sa politique, automatiquement, il doit avoir ce mécanisme qui lui permet d'allouer effectivement ce périphérique pour dire qu'à un moment donné, ce périphérique a été alloué à tel processus. Donc, il garde la trace pour dire que voici le périphérique qui a été alloué à ce processus. Et bien entendu, il doit avoir la politique inverse pour dire à un moment donné, il a alloué un processus. Donc, c'est ce qui a été déjà vu au niveau de la gestion des processus. Donc, il alloue le processeur à un processus, mais à un moment donné, il peut enlever le processeur à un processus. Donc, c'est ce qu'on a vu à travers la gestion des processus. C'est la même chose ici. Il alloue
périphérique à un processus, mais à un moment donné, il peut décider pour une raison ou une autre de pouvoir récupérer ce périphérique pour l'allouer à un autre processus. Alors, pour pouvoir le réaliser, bien entendu, j'avais dit qu'il fallait voir en profondeur la classification des périphériques parce qu'ils ne sont pas tous identiques, c'est ce qu'on a dit dès le départ. Alors, au niveau de cette stratégie d'allocation, donc il y a ce qu'on appelle les périphériques dédiés. Le périphérique dédié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un périphérique que tu peux allouer à un processus et donc automatiquement, il va le garder du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le périphérique lui-même ne peut pas tolérer qu'il y ait, je dirais, plusieurs processus qui peuvent l'utiliser par interclassement. L'exemple typique, c'est quoi? Tu prends une imprimante. Si un processus commence à imprimer, donc tu vas lui allouer l'imprimante. Au bout d'un certain temps, tu ne peux pas décider pour dire, tiens, je vais enlever l'imprimante et je vais la donner à un autre processus. Ça veut dire que je suis dans la technique un peu qui ressemble au temps partagé. Là, tu ne peux pas l'appliquer ici. Pourquoi? Parce que si tu vas l'allouer à un autre processus, ce que tu vas avoir comme résultat, une première partie d'impression du premier processus, ensuite tu vas avoir une impression du deuxième processus, et ainsi de suite. Moralité, le résultat qui se trouve sur le papier, il sera un résultat qui sera difficile à, je dirais, à exploiter par les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir un ensemble de messages qui sont imprimés, mais qui n'appartiennent pas au même utilisateur, qui vont appartenir à plusieurs utilisateurs. Et donc, pour l'imprimante, c'est quasiment ce qu'on appelle le périphérique dédié, c'est-à-dire tu l'alloues directement et tu ne peux pas l'enlever à un processus jusqu'à la fin de ce processus. Par contre, il y a des périphériques qui sont plus ou moins souples, parmi lesquels tu trouves les disques. Les disques sont des périphériques qui sont partagés. Pourquoi? C'est dû à la nature elle-même du disque, on verra par la suite, c'est que le disque, il a une surface, et donc cette surface, chacun peut avoir son fichier. Et donc, pour peu qu'il ait le droit d'accès à son fichier, donc le premier, il accède à son fichier, rien n'empêche le deuxième processus à accéder à son fichier, puisqu'ils ont des droits d'accès concernant ces fichiers. Et donc, la nature du disque fait que ce périphérique est partageable, c'est-à-dire qu'on peut allouer le disque à plusieurs processus. Pourquoi? Parce que chacun peut accéder à ces informations, bien entendu, pour peu qu'il ait les droits d'accès liés à son fichier. Alors, par la suite, quand on a commencé à mettre en œuvre ces politiques, que ce soit le périphérique dédié ou le périphérique partagé, on s'est rendu compte qu'en général, le périphérique partagé, ça veut dire que tu vas avoir un impact sur, je dirais, les objectifs globaux du système d'exploitation. Pourquoi? Parce que imaginez que tu as un processus qui va commencer son exécution et il va commencer à imprimer. Et il y a un deuxième processus qui arrive après, qui veut s'exécuter et qui demande à imprimer. En moralité, comme l'imprimante, elle est occupée, le deuxième processus ne pourra jamais imprimer. Il pourra imprimer quand le premier processus aurait terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un temps, le deuxième processus va avoir un temps d'attente qui est assez long. Et donc, ça va avoir des retombées sur les temps de réponse des différents processus. Donc, un processus peut impacter plusieurs autres processus. Pourquoi? Parce que lui, il va monopoliser ce périphérique et les autres vont attendre longtemps. Comme, rappelez-vous, on avait dit que l'objectif du système d'exploitation, c'était deux objectifs majeurs. Le premier, c'est la gestion au sens rentabilité, et le deuxième, c'est la machine virtuelle. C'est vrai qu'on a analysé les périphériques, on a essayé de faire des gestions, je dirais, virtuelles faciles à utiliser, puisqu'on a essayé de cacher beaucoup de choses par rapport à l'utilisateur pour lui faciliter la vie. Mais de l'autre côté, on a vu que le périphérique dédié peut ralentir énormément les processus. Alors, ce qui a été fait, donc la réflexion, elle a été poussée pour gérer justement ce qu'on appelle les périphériques virtuels. Donc, cette notion, pour vous, elle n'est pas nouvelle.
puisque rappelez-vous, on a parlé de la mémoire virtuelle. Donc, on a fait la mémoire virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait, à un moment donné, se surpasser un peu. Parce que la mémoire, elle avait une taille fixe. Et donc, si on avait un programme qui dépasse la taille de cette mémoire, il ne pourra jamais s'exécuter. Donc, pour lui permettre de s'exécuter, on a eu recours à ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. La même chose, la même technique a été utilisée ici. C'est quoi? C'est qu'on a vu que le périphérique dédié va ralentir beaucoup les processus. Donc, on voulait dépasser un peu cette contrainte. Et donc, on a utilisé une nouvelle technique qu'on appelle la technique de périphérique virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le périphérique qui est dédié, on ne va pas le gérer d'une manière directe, on va le gérer d'une manière indirecte et ça permettra de lever cette contrainte et de ne pas pénaliser les processus et donc ils peuvent aller vite en dépit de la nature du périphérique dédié. Alors, le périphérique, donc on commence par la première partie qui est le périphérique dédié. Donc, le périphérique dédié, c'est quoi? C'est un périphérique qui est alloué tout le long de la durée du processus. Donc, l'exemple, ce qui était dans les premières versions, qui était le lecteur de cartes, la bande magnétique, l'imprimante. Donc, tous ces périphériques, c'est des périphériques dédiés. Et donc, quand ils sont alloués, ils ont alloué du début du processus jusqu'à sa fin. Par contre, le périphérique partagé, c'est principalement les périphériques, ce qu'on appelle communément les disques. Donc là où bien avec une terminaison plus précise, ce qu'on appelle les DSD, c'est-à-dire les périphériques à accès direct, les périphériques de stockage à accès direct. C'est-à-dire que ce sont des périphériques où je peux accéder à l'information, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as deux fichiers différents. Donc, un premier processus peut accéder à son fichier 1 et le deuxième processus qui peut accéder à son fichier 2 sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il se trouve déjà dans des zones qui sont différentes et donc automatiquement l'accès est toléré et permis grâce à ce périphérique qu'on appelle en général un périphérique qui est partagé. La troisième technique dont j'ai parlé, qui était le périphérique virtuel, ça, c'est la technique qui a été implémentée au niveau de la gestion des périphériques, particulièrement l'imprimante. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser ce qu'on appelle la technique de spooling. La technique de spooling, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle simultaneous peripheral operation online. Donc, ce que tu as des opérations sur des périphériques qui se font d'une manière simultanée. C'est-à-dire que tu veux imprimer, automatiquement, on peut générer plusieurs impressions. Et donc, réellement, on ne peut pas gérer les impressions directes sur le périphérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on a utilisé dans la mémoire virtuelle. Donc, à un moment donné, ce qu'on a fait, on a pris la mémoire centrale, mais on était obligé d'avoir de la mémoire swap, c'est-à-dire un espace sur le disque qui est utilisé et qui nous permet justement de contourner un peu cette contrainte. La même chose est utilisée ici, c'est que le périphérique dédié, on ne l'utilise pas directement. On va utiliser un périphérique partagé, c'est-à-dire un disque, une partie du disque, qui va, elle, jouer le rôle de l'imprimante. Et donc, cette information et cette technique, vous l'avez certainement rencontrée, même si vous n'étiez pas habilité à interpréter cette opération. Donc, si vous prenez, par exemple, Word ou Excel ou autre, etc., quand vous demandez à imprimer, essayez de voir dans la barre des tâches en bas, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un petit dessin qui apparaît. C'est comme du papier qui se fait sur imprimante. Et donc, c'est ce qu'on appelle la préparation de l'impression. C'est-à-dire que le système, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette copie d'impression, il la met sur le disque. Et juste après, il vous dit que c'est bon, vous pouvez continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre requête a été prise en charge et que vous pouvez continuer. Vous pouvez même modifier votre document. Et donc, automatiquement, ce que vous allez voir apparaître au niveau de l'impression, c'est la version avant la modification. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris en charge et donc il va la faire, je dirais, imprimer par la suite. Et donc, ça, c'est la technique qui est utilisée pour le troisième type de périphérique. Alors,
Donc, pour les périphériques, on avait dit aussi qu'il y avait des opérations qui étaient particulières pour chaque type de périphérique. Alors, bien entendu, la classification des périphériques, on peut les classer dans deux grandes catégories. Vous avez la première catégorie qui sont les unités d'entrée-sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire entrer de l'information et tu peux faire sortir l'information. Et ça s'arrête là. Par contre, la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les unités de stockage. Et donc là, c'est qu'en plus de l'opération d'entrée-sortie, vous êtes capable d'avoir l'information qui est stockée. Et là, on ouvre juste une parenthèse pour expliquer ce que c'est que vous avez cette information qui existe et qui est préservée. Un exemple typique, vous pouvez, par exemple, vous avez un périphérique de sortie, l'écran. Donc, vous pouvez écrire des choses sur l'écran, etc. Mais si vous allez éteindre votre machine et vous allez la rallumer par la suite, vous allez voir que l'information qui est, elle est disparue. Donc, elle est partie. Donc, ça, c'est cette information que vous arrivez à transférer, mais par la suite, vous ne pouvez pas la garder. Par contre, sur les unités de stockage, donc quand tu écris une information sur un fichier, ben, automatiquement, tu vas le garder par la suite. Même si tu éteins ta machine, tu reviens par la suite, tu peux récupérer l'information. Et c'est pour ça qu'on l'appelle périphérique de stockage. C'est-à-dire, en plus des opérations d'entrée-sortie, il peut t'assurer l'information, de garder l'information par la suite. Et donc, ça, c'est par rapport au type d'entrée-sortie et au type d'unité de stockage. Alors, ces unités de stockage, qui sont, on va dire, les unités les plus sensibles et les plus utilisées. Pourquoi? Parce que si vous remarquez ce qu'on a utilisé au niveau de la gestion de la mémoire, on était obligé d'utiliser le disque. Et donc là, le disque rentre dans la gestion de la mémoire. Il fait partie du système d'exploitation. La même chose aussi ici pour la gestion des périphériques et en particulier la gestion de fichiers, ça fait intervenir le périphérique de stockage. Alors, on a concernant ces périphériques de stockage des caractéristiques un peu particulières. C'est quoi? Donc, grâce à la nature du disque, vous avez une surface et vous avez une tête de lecture. Donc, cette tête de lecture qui permet de lire l'information. Ben, l'information, elle se trouve sur le disque. Ce disque, c'est une surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un plan. Donc, sur ce plan-là, automatiquement, ce que vous avez des informations qui sont éparpillées. Alors, ce qu'on a remarqué sur le disque, c'est que pour lire une information, le temps, je dirais, de lecture ou d'écriture de cette information, ce n'est pas un temps qui est statique. C'est un temps qu'on appelle qui est localement variable. Pourquoi? Parce que tout dépend de la position où se trouve la tête de lecture. Pour aller chercher de l'information, donc il faudrait se déplacer une certaine distance. Cette distance, elle est très proche. Comme cette distance, elle peut être un peu plus loin, c'est-à-dire tout dépend si la tête se trouve à une extrémité, donc il faut y aller à l'autre extrémité pour pouvoir lire l'information. Et donc, d'une manière générale, ce temps, il est noté par l'information, par la variable TIJ. TIJ qui permet de dire le temps d'accès à l'information J, sachant que je viens de lire l'information I. Et donc, ce temps-là est bien entendu variable. Pourquoi? Tout dépend de la distance qui sépare l'information I de l'information J. Et donc ça, c'est ce qui fait la différence entre, je dirais, deux informations successives qui sont lues. Donc tout dépend de leur emplacement sur le disque. Bon, alors ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est effectivement l'information qui peut être transférée de ou vers ce périphérique de stockage dépend justement de la localité de l'information. Et c'est pour ça que vous avez le temps qui est dénommé TIJ, c'est un temps qui est localement variable. Alors, bien entendu, ce temps, on peut le qualifier de différentes manières.
c'est si je prends la bande magnétique, effectivement, la bande magnétique, c'est quoi? Elle a un début, c'est une bobine qui roule, et donc automatiquement, l'accès qui se fait, il est je dirais, séquentiel, et du coup, le temps TIG, il est vraiment variable. Pourquoi? Parce que tout dépend que, est-ce que vous voulez lire une information qui est au début de la bande magnétique, ou bien c'est une information qui se trouve vers la fin de la bande. Et donc là, tout dépend de la distance, et donc ce temps, il est vraiment variable. Par contre, au niveau du disque, c'est le temps, il est ce qu'on appelle localement variable. Pourquoi? Parce que le disque, c'est une surface qui est, je dirais, très réduite par rapport à la bande. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que cette information, dans la bande, ce que vous avez, si vous lisez la première information et vous voulez lire, par exemple, la dixième ou la centième information, vous êtes obligé de passer par tous les 99 informations précédentes pour arriver à la centième. Pourquoi? Parce que l'accès est purement séquentiel, donc tu ne peux pas avoir, je dirais, autre chose que ça. Pourquoi? Parce que physiquement, la bobine, elle est séquentielle. Donc tu es obligé, ce qu'on appelle la bobiner ou la débobiner, etc. Et donc d'aller du début jusqu'à la fin ou inversement de la fin jusqu'au début. Par contre, au niveau du disque, tu n'es pas obligé de passer par toutes les informations. Par exemple, tu as lu une information sur un fichier F1, ensuite tu veux lire une information sur un fichier F2, ça n'a rien à voir entre F1 et F2. La seule différence, c'est quoi? C'est juste la distance qui sépare entre les deux fichiers. Or, cette distance, on peut la majorer. Pourquoi? Parce que cette distance, soit qu'elle est nulle, c'est-à-dire sur presque la même position, ou bien elle est à l'extrême. Or, l'extrême, c'est une distance qui est complètement figée et donc qui est assez courte. En général, on peut faire déplacer ce bras de disque vers cette information pendant un certain temps connu a priori. Pourquoi? Parce que c'est un truc mécanique et on sait la vitesse mécanique de déplacement de ce bras. Et pour les troisième type de stockage, en général, c'est par rapport à la mémoire. Parfois, elle est considérée comme un périphérique de stockage. Pourquoi? Parce que ce que vous avez la mémoire centrale et vous avez la mémoire, ce qu'on appelle en littérature l'antémémoire. L'antémémoire, c'est quoi? C'est qu'on essaie de rajouter de la mémoire au niveau de la CPU. Donc, rappelez-vous, la CPU, c'est quoi? C'est un organe avec l'UAL et l'unité de commande et l'unité arithmétique et logique, et un ensemble de registres. L'ensemble de registres, c'est quoi? C'est de la mémoire. En général, on peut rajouter un peu plus de mémoire. Pourquoi? Pour essayer de ramener l'information, un maximum d'informations, et donc là, ça va encore accélérer les temps d'exécution des processus. Pourquoi? Parce que cette mémoire qui se trouve juste autour de la CPU, son temps d'accès, il est inférieur au temps d'accès de la mémoire centrale classique. Et donc, au niveau de cette antémémoire, en général, on vous dit qu'effectivement, le temps d'accès à cette mémoire, il est quasiment nul. Alors, bien entendu, tout le travail a été, je dirais, principalement versé vers ces périphériques de stockage. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils sont utilisés pour les fichiers, ils sont utilisés pour la mémoire virtuelle, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens pour essayer d'accélérer un peu les choses. Donc, y compris les périphériques dédiés, on les a gérés aussi par la technique virtuelle grâce au disque. Alors, ce qui a été fait, c'est un peu la même chose par rapport au processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as plusieurs processus qui veulent utiliser le processeur central. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un scheduler pour les processus. Là, le même phénomène se retrouve par la suite projeté sur les disques, c'est que tu as plusieurs processus qui demandent des entrées-sorties sur le disque. Et donc,
Ça veut dire qu'il y a plusieurs requêtes qui arrivent vers le disque et qu'il va falloir les satisfaire dans un temps relativement court. Et donc, ce qui a été fait, c'est la création de ce qu'on appelle un scheduler d'entrée-sortie, c'est-à-dire tu as plusieurs requêtes qui émanent des processus et que le système d'exploitation, grâce à son gestionnaire de périphérique, doit gérer d'une manière la plus rentable pour satisfaire l'ensemble des processus. Et donc, on se retrouve dans cette situation où vous avez le disque et là, vous devez, à un moment donné, vous voyez ici, il y a des entrées-sorties qui se font de la part de plusieurs processus. Et donc, il faut satisfaire tous ces requêtes en un temps, puisqu'on vise toujours la rentabilité. Ça veut dire qu'il va falloir les gérer dans les meilleurs temps possibles. Alors, comment le faire? Avant d'arriver à ça, c'est juste quelques précisions pour parler du disque. Donc, au niveau du disque, c'est ici ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle un pack disque. Un pack disque, c'est quoi? C'est un ensemble ou un empilement de disques. Mais si vous prenez un disque tout seul, ce que vous pouvez voir, c'est ici, un disque, vous pouvez conceptuellement le regarder. Donc, ce qu'on a vu déjà, rappelez-vous, pour les fichiers, c'était pour modéliser les fichiers, on avait dit que le fichier était un ensemble de blocs. Alors ici, pour le disque, sa description, c'est quoi? Un disque, vous pouvez l'imaginer comme étant un ensemble de cercles concentriques, c'est-à-dire vous avez un cercle le plus externe, ensuite un cercle à l'intérieur, ensuite un cercle intérieur, ainsi de suite, vous avez la suite de cercles qui consiste à représenter l'information au niveau de ce cercle. Donc ces cercles-là, c'est ce qu'on appelle en littérature les pistes. Ça veut dire que ça, c'est la piste sur laquelle peut transférer l'information la tête du disque. Alors, bien entendu, au niveau du cercle lui-même, il va être décomposé en segments, en DAC de cercle. Ces segments-là, c'est ce qu'on appelle les secteurs. Et donc, moralité, une position d'une information, elle se trouve où? Elle se trouve sur le disque. Rappelez-vous, pour faciliter la compréhension, quand on a parlé de la gestion de la mémoire, on a utilisé les pages et on avait dit que l'information se trouve sur une page. Donc, l'équivalent de la page au niveau de, je dirais, des disques, c'est la piste. Je dirais, la piste. Et ensuite, on avait dit que l'information se trouve sur une page. Et ensuite, elle se trouve à une position de la page qui était le déplacement. Donc, on avait deux informations, le numéro de la piste, le numéro de page et le déplacement à l'intérieur de la page. Alors ici, ça va être la même chose pour l'information. Elle se trouve sur une piste et ensuite, sur la piste, on dit quel est le secteur qui se trouve au niveau de cette piste. Et donc, c'est comme ça que les choses ont été faites pour déterminer ou localiser l'information sur le disque. Et donc, automatiquement, quand on cherche l'information, c'est qu'on doit savoir quel est le numéro de la piste et ensuite quel est le numéro du secteur. Pourquoi? Parce que ça permettra effectivement de faire déplacer la tête de lecture-écriture sur la piste en question. Et ensuite, sur le disque qu'il y a, en général, vous avez votre disque. Sûrement, quand vous allumez votre machine, vous entendez des fois ce bruit qui existe au niveau du moteur de disque. Donc, ce moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner le disque. Et donc, automatiquement, quand la tête se déplace vers une piste, donc, elle peut avoir l'information juste en dessous de la tête de la tête de lecture. Si l'information n'y est pas, comme le disque tourne, ça veut dire qu'on attend que l'information fasse le tour, elle est sous la tête de lecture, automatiquement on peut la récupérer et récupérer l'information. Alors, comment faire maintenant justement pour améliorer les performances? C'est qu'on se retrouve avec un ensemble de requêtes qui émanent de plusieurs processus. Et vous avez cette tête de lecture qui va aller chercher cette information ou bien mettre l'information sur une position bien déterminée. Et donc, automatiquement, vous avez
les requêtes. Et toute la problématique, c'est quoi? C'est comment satisfaire l'ensemble des requêtes en un temps relativement court. Alors, on avait dit que ce temps, on veut avoir la performance de ce temps. Alors, pour, je dirais, avoir la meilleure performance, c'est quoi? C'est que toutes ces informations, ces requêtes, pour pouvoir les satisfaire, la machine ou le système d'exploitation, il sera obligé de déplacer la tête de lecture. Donc, toute l'idée qui est derrière, c'est de voir comment satisfaire toutes les requêtes en faisant un minimum de déplacement. Pourquoi? Parce que chaque déplacement, c'est un déplacement mécanique, donc il prend du temps. Donc, quand je dis entre guillemets, il prend du temps, ça c'est par rapport à la vitesse d'exécution du processeur. Parce que le processeur, il va très très vite. Donc, il est capable d'exécuter des millions d'instructions par seconde. Par contre, lui, il peut se déplacer en une seconde, par exemple, pour se déplacer d'une piste à une autre, ou faire le déplacement de 2 ou 10 pistes à la fois. Donc, automatiquement, vous voyez que le rapport, il est assez grand entre les deux. Et donc, pour minimiser, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de satisfaire toutes les requêtes avec le minimum de déplacement de la tête. Alors, pour cela, c'est la même chose qui a été faite dans cette stratégie, puisqu'on avait dit, on a créé un scheduler d'entrée-sortie. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est comment satisfaire ces requêtes. C'est qu'à chaque requête, elle nécessite un déplacement de la tête. Donc, on a mis au point des stratégies de gestion de ces requêtes. Alors, ici, on va retrouver un peu la même chose qui existe dans le scheduler classique. On a vu qu'il y avait la méthode FIFO. Là, ici, on va la retrouver aussi de la même manière. Elle ne s'appelle pas FIFO, mais elle s'appelle FCFS, qui veut dire First Come, First Serve. Donc, le premier qui est arrivé, donc la première requête qui est arrivée, on va la satisfaire en premier. On va trouver aussi une autre stratégie qu'on appelle, qui est similaire aussi au scheduler, qui consiste à dire, tiens, j'ai les jobs qui sont courts, donc je vais satisfaire les jobs courts avant les jobs qui sont longs. Et donc, ce qu'on appelle le SJF. Alors ici, ça s'appelle autrement, ça s'appelle le SSTF. Donc, Shortest Seek Time First, c'est-à-dire la première piste qui est la plus proche, je vais la servir en premier. Comme je peux avoir quelque chose qui ressemble un peu, mais qui n'est pas totalement la même chose, comme ce qu'on a fait avec le temps partagé, donc ici, on a utilisé ce qu'on appelle la politique de l'ascenseur. Et donc, la politique de l'ascenseur permet de faire un aller-retour et ça permettra de faire satisfaire l'ensemble des requêtes. Alors, voici ce que ça donne. Donc, pour comparer, rappelez-vous, c'était un peu la même chose, ce qu'on a vu dans la gestion de la mémoire avec les algorithmes de remplacement. Donc, il fallait calculer les performances. Ici, on va calculer les performances avec quoi? Avec la distance qui est parcourue. Donc, automatiquement, dans la mémoire, c'était à chaque fois qu'il y a un défaut de page, ça veut dire qu'il y a un ralentissement. Là aussi, à chaque fois qu'il y a un déplacement, il y a un ralentissement. Donc, on va calculer le nombre de pistes qui sont parcourues. Alors, ici, vous avez la tête de lecture. Donc, la position courante de la tête de lecture est importante, puisque rappelez-vous, on avait dit que ce temps, c'était TIJ. Donc, si je veux lire l'information J, donc je considère quelle est l'information I que je viens de lire. Et donc, ça vous donne la position courante. Alors, ici, supposons que la position courante est 53. Et vous avez la séquence de requêtes qui est donnée. Donc, les numéros de pistes. Alors, ici, on donne uniquement les numéros de pistes. À votre avis, pourquoi je n'ai pas donné les numéros de secteur? J'attends votre réponse. Non, non, ce n'est pas lui qui choisit. Parce que les requêtes, elles proviennent des processus. Et donc, pourquoi on précise uniquement
ici, pour le calcul, les numéros de piste. Ben, le numéro de secteur, il est aussi important. Hein. C'était la même chose au niveau non, la CPU ne va pas trouver le numéro de secteur. Le numéro de secteur, il est donné, on va dire, dans la requête. Ici, on s'intéresse uniquement à la performance. C'est la même chose, si vous vous rappelez, pour la gestion des pages. Dans la séquence, dans la chaîne de référence, on donne uniquement les numéros de page. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est la page qui va provoquer le défaut de page. Et le déplacement, on a besoin aussi du déplacement. Pourquoi? Parce que tu veux lire une information à telle page. Mais il faut savoir quelle est la position à l'intérieur de la page. Là aussi, c'est la même chose. Tu veux effectivement lire ou écrire une information sur un tel secteur qui se trouve sur telle piste, tu as besoin de la piste et du secteur. Donc ici, on se contente uniquement, j'ai dit, on a fait la même chose que la chaîne de référence. Dans la chaîne de référence, on avait uniquement les numéros de page. Pourquoi? Parce que chaque page va provoquer un défaut de page. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin uniquement des références des pages. Ici, on va mettre uniquement la chaîne, je dirais, qui est les numéros de piste qui sont invoqués, ben pour une raison qui est simple, c'est que les pistes qui sont invoquées, chaque piste va demander le déplacement de la tête de lecture-écriture. Et donc là, à chaque fois qu'il y a un déplacement, ça veut dire qu'il y a un temps perdu. C'est la même chose pour la gestion des pages. Vous avez à chaque fois qu'il y a une nouvelle page qui est demandée, donc qui risque d'avoir un défaut de page, et donc il va y avoir un temps qui va être consommé. Et c'est pour cette raison ici qu'on montre uniquement les numéros de piste. Pourquoi? Parce que la piste peut nécessiter le déplacement de la tête de lecture-écriture. Donc c'est pour cette raison qu'on présente uniquement les numéros de piste. Et donc si je prends la politique FIFO, automatiquement ce qui va se passer, donc je suis donc, comme vous le voyez ici, je suis à la piste 53, c'est ce qui est dit ici, c'est la tête, la position courante de la tête. Alors, la première, c'est 98, ça veut dire que je vais aller à 98. Ensuite, 183, il faut aller à 183, revenir à 37, etc. Et faire tous les mouvements nécessaires. Et donc là, en calculant la taille de ces segments-là, vous allez trouver 640 pistes qui sont parcourues pour satisfaire cette liste de pistes qui a été utilisée. Si je prends maintenant la politique SSTF, qui consiste à dire je vais servir la piste qui est la plus proche, et donc automatiquement, ici, dans cette, je dirais, liste de requêtes, de pistes, je suis à 53. Donc, quand je suis à 53, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la liste des requêtes, le scheduler d'entrée-sortie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelle est la piste qui est la plus proche de la position courante. Or, la piste qui est la plus proche de la position courante, donc quand il est au milieu, je dirais, quand il n'est pas aux extrémités, il a toujours ce qu'on appelle un voisin gauche et un voisin droit. Donc, il va voir quel est le voisin droit et quel est le voisin gauche. Donc, au niveau de 53, il a deux positions qui sont mitoyennes ou voisines par rapport à 53. Donc, dans cette liste, quels sont les deux voisins de la position 53? Non, c'est pas ça. Benkoa, c'est bon. Donc, il y a plusieurs qui ont trouvé maintenant. C'est les deux positions, c'est quoi? C'est 37 et 65. Donc, c'est les deux voisins de la position 53. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire un calcul pour dire quelle est la distance la plus courte, puisque ça, c'est la politique, consiste à utiliser la distance la plus courte. Donc, tu dois choisir la distance qui est la plus courte, et c'est elle que tu vas servir en premier. Donc ici, il va faire 53 moins 37 et 65 moins 53. Bien entendu, il trouve que 65 moins 53, qui est égal à 12, celui qui est le plus proche.
Par contre, l'autre, il va trouver, je dirais, 16 positions qui sont entre les deux. Et donc, il va servir 65. Et bien entendu, dès qu'il sert 65, donc la position courante, elle devient quoi? Elle devient 65. Et à partir de là, il va faire encore la différence. Il va y avoir deux voisins, c'est le 67 et le 37. Et donc, lui, par rapport à 65, la différence, c'est 2. Mais de l'autre côté, tu vas avoir je dirais, position qui est égale à 18. Et donc, automatiquement, il choisit le 67. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il va calculer la distance entre le voisin gauche et le voisin droit. Et toujours, il va servir le voisin qui est le plus proche. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer cette requête. Alors, ici, dans cette stratégie, quel est le risque qui peut apparaître avec cette stratégie? Donc, cette stratégie, ce n'est pas elle qui est utilisée. Donc, parce qu'il y a un risque. Tu me dis avoir la même distance. Donc, quand on a la même distance, le problème, il peut être réglé facilement. Pourquoi? Parce que quand ils sont à la même distance, en général, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie le même sens. C'est-à-dire que je suis en train de partir vers le voisin droit, je continue encore vers le voisin droit. Pourquoi? Parce que si tu vas changer le sens, ce qui va se passer, c'est un dispositif mécanique qui est utilisé et qui permet de renverser le mouvement. Et donc ça prend un temps encore supplémentaire. Et donc automatiquement, ce qu'on va faire, c'est de laisser toujours le même mouvement continuer. Ce n'est pas uniquement les positions extrêmes qui vont être le dernier. Parce que si tu as la tête qui est positionnée au départ dans une extrémité, elle va être servie. Ce problème, il est le même problème que celui qui est posé par le scheduler avec SJF, short job fast, c'est-à-dire le plus court job, le premier. Ici, tu vas avoir le même phénomène. Pourquoi? Alors, pour vous aider à comprendre ça, ces requêtes-là, cette liste de requêtes, elles proviennent d'où? La CPU, je sais que c'est la CPU, mais quelle est l'origine? Ce n'est pas la CPU qui les génère. Du disque, même pas, ce n'est pas le disque. L'origine de ces requêtes. C'est l'utilisateur, effectivement, mais pour être précis, je dirais c'est le processus. Un processus quelconque. C'est-à-dire, chaque fois, vous avez un processus qui s'exécute. Lui, il génère une requête. Pourquoi? Parce que dans les processus, vous avez des instructions qui sont les instructions de lecture-écriture. Donc, quand tu fais printf ou scanf ou autre fscanf ou fprintf, etc., ça veut dire que tu veux lire, tu veux écrire sur le fichier. Et donc, automatiquement, cette liste de requêtes, elle provient de l'exécution des processus. Or, cette exécution des processus elle va générer des requêtes tout le long de l'exécution de ces processus. Ça veut dire, moralité, cette liste de requêtes, ce n'est pas une liste de requêtes statique, c'est une liste de requêtes dynamiques. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez des processus qui s'exécutent, ils génèrent cette liste de requêtes. Et donc, si je choisis cette stratégie et que la tête courante, la position courante se trouve dans une piste donnée, et imaginez que tu as des processus qui vont générer des requêtes autour de cette, je dirais, position. Ça veut dire que j'ai, exemple typique,
tu as une base de données et tu as un processus qui est en train de faire des opérations sur cette base de données. Donc, à un moment donné, les fichiers ou le fichier de cette base de données, en général, ils sont localement l'un à la suite de l'autre. Et automatiquement, s'ils génèrent beaucoup de requêtes, ça veut dire qu'on va favoriser ce processus au détriment des autres processus. Pourquoi? Parce que s'il y a un autre processus qui a demandé une requête et même si l'a demandé, par exemple, ici, tu as cette liste de requêtes qui est créée, etc. Donc, imaginons qu'ici, on a commencé l'exécution, on a satisfait la requête 65, 67, et juste après, il va y avoir une nouvelle requête qui est, par exemple, 70. Automatiquement, c'est la requête 70 qui va être exécutée la première, même s'il y a d'autres qui sont en attente. Beaucoup d'autres qui en attendent. Donc, entre-temps, il réalise la requête 70. Juste après, le même processus va générer une requête 71, par exemple. Donc, automatiquement, cette requête 71, elle va être satisfaite. Et il va générer 72, 73, etc., et ainsi de suite. Ça veut dire que toutes ces requêtes, même s'il est venu en dernier, c'est-à-dire ce processus qui est venu en dernier, qui a généré cette requête, donc il va être satisfait en premier. Donc, imaginez qu'il va y avoir encore d'autres processus qui arrivent et qui vont générer une séquence de requêtes dans la localité de la position courante. Ben, automatiquement, toutes les autres requêtes vont attendre très longtemps. Et donc là, le problème qui se pose, c'est ce qu'on connaît dans la littérature, on pose ce problème, ce qu'on appelle le problème de famine. C'est-à-dire que les requêtes qui se trouvent loin de la position courante risquent d'attendre longtemps pour être satisfaites. Et donc, automatiquement, les processus qui ont demandé ces requêtes vont être pénalisés. Pourquoi? Parce que, comme les requêtes n'ont pas été satisfaites, les processus vont rester dans l'état bloqué jusqu'à ce que la requête soit satisfaite. Et ça va pénaliser énormément le temps de réponse des processus qui ont demandé des requêtes, même s'ils l'ont demandé en premier, mais qui étaient loin de la position courante. Donc, automatiquement, elles ne seront pas satisfaites de sitôt. Et ça, c'est ce qui a amené à développer une nouvelle technique qu'on appelle la technique de l'ascenseur. Donc, la technique de l'ascenseur, c'est une technique qui ressemble étrangement à l'ascenseur que vous connaissez dans les bâtiments. Et donc, ce qu'on appelle le scan ou le balayage. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une position courante et vous avez un sens, je dirais, de parcours. Donc, l'ascenseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller d'une extrémité à une autre, et donc automatiquement, il va éliminer le problème de famine. Donc, même s'il y a des requêtes qui arrivent, elles seront satisfaites, mais les autres, elles seront satisfaites. Au plus tard, c'est quoi? C'est de faire le mouvement de balayage. Ça veut dire que, imaginez que vous avez une requête qui arrive dans un sens. Là, c'est contre droit et le sens, c'est vers le 0. Ça veut dire que là, je vais satisfaire les requêtes 37. Imaginez qu'il y a une requête qui est là 20, par exemple, 25. Si elle arrive pendant le mouvement, automatiquement, je vais la satisfaire. Et ainsi de suite. Par contre, la requête qui est là, par exemple, à l'extrémité inverse 183, celle-là, elle va attendre combien de temps? Maximum, c'est le temps de faire cette allée-là et pendant le retour, automatiquement, elle sera satisfaite. C'est-à-dire que vous avez un maximum de temps qui peut être, c'est quoi? C'est le temps de balayage. Ça veut dire que tu fais un va et un aller et un retour, automatiquement, tu es sûr de satisfaire toutes les requêtes qui ont été déposées au départ. Et ça, c'est ce qui a été fait justement dans la politique de l'ascenseur pour pouvoir satisfaire l'ensemble des requêtes en un temps, je dirais, qui est majoré par le balayage des pistes. Alors, cette technique, elle a été ensuite améliorée par d'autres techniques qui sont les suivantes. Ça, c'est
pour garder un peu, je dirais, une certaine équité entre les requêtes. Regardez ici, ça, vous avez ce qu'on appelle l'ascenseur circulaire. Ça veut dire quoi? Imaginez que je vais dans ce sens. Donc, l'idée, c'est quoi? Je vais aller dans ce sens. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Dès que j'arrive à la dernière piste, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la position de 0 et je vais satisfaire cela. Là, c'est pour avoir une équité entre les requêtes. Parce que imaginez que là, je suis en train de satisfaire les requêtes. Je suis arrivé presque ici. Et il y a des nouvelles requêtes qui se trouvent ici, dans cette plage-là. Donc, je vais les satisfaire avant d'arriver à ce. Donc, pour éviter ça, l'idée, c'est de partir directement vers l'extrémité et j'en reviens. Alors, naturellement, cette stratégie, elle fait une certaine équité entre les requêtes, sauf que le problème, c'est le fait de revenir ici, de là jusque-là. Tu fais un mouvement, mais ce mouvement qui est mécanique, qui prend du temps, mais qui n'arrive à satisfaire aucune requête, point de vue rentabilité, il n'est pas vraiment rentable. Et donc, du coup, ce qui a été fait, c'est on a développé, je dirais, cette politique d'ascenseur et on a essayé de l'améliorer. On a essayé de l'améliorer de la même manière ce qui existe actuellement au niveau des ascenseurs, je dirais, qui sont, entre guillemets, smart. Pour la raison, c'est quoi? C'est pour essayer d'économiser de l'énergie. Alors, regardez ici, dans cette situation, on est en train de satisfaire ces requêtes. Quand j'arrive ici à cette requête qui est le 14, donc c'est l'extrémité. Alors, regardez l'ascenseur, il va jusqu'au bout. Ça, c'est un peu les anciens ascenseurs qui existaient. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font un mouvement de balayage. Par exemple, si vous avez un bâtiment de 5 étages, il va de 0 jusqu'à 5. Et ensuite, de 5, il descend vers 0. Et ainsi de suite. C'est ce qu'il fait en mouvement. Donc, il ne cherche pas à midi à 14 ans. Alors, on a vu que ça, par exemple, ce mouvement-là, d'aller de 14 jusqu'à 0, c'est un mouvement qui n'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de requête ici. Donc, pourquoi aller jusqu'à 0? L'idée, c'est quoi? C'est de dire, dès que tu arrives à 14, tu rebrousses chemin. Donc, tu vas changer de direction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur ou de scan avec regard. Ça veut dire qu'à tout moment, tu vois la requête. Si tu vois que ça, c'est la dernière requête qui se trouve dans ce mouvement, automatiquement, dès que tu satisfais cette requête, tu vas changer le mouvement pour revenir dans l'autre sens. Et ça a permis d'économiser un peu, je dirais, le temps des mouvements qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation gère, je dirais, des ressources avec un sens de rentabilité. Et donc, automatiquement, il est obligé d'avoir de la rentabilité à chaque fois. Et bien entendu, ça lui permettra effectivement de satisfaire toutes les requêtes avec un minimum de déplacement. C'est-à-dire que ces déplacements-là, vous voyez ici de 14 jusqu'à 0, ensuite de 0 à 14, c'est un mouvement qui ne sert à rien du tout. Donc, il fallait directement, à partir de 14, rebrousser chemin et donc faire la suite des requêtes. Alors, automatiquement, concernant toutes ces stratégies, quand on avait dit que vous avez le voisin, là aussi, vous avez toujours, vous cherchez la prochaine piste, etc., dans un sens et dans un autre. Alors, le problème qui va se poser, c'est comment organiser justement ces requêtes. Donc, il faut penser à ces requêtes pour satisfaire les requêtes. Quand je dis ici, je suis arrivé à la dernière requête ici, 14, comment j'ai cette information? Et donc là, on doit réfléchir à ces requêtes, quelle est la représentation de ces requêtes et comment les interpréter. Donc, c'est ce qu'on verra par la suite dans le TD relatif à la gestion des périphériques. Alors, en dernier lieu, ce qui reste, c'est non, je dis pour Haïcher, pour SSTF, il y a des requêtes qui ne seront pas satisfaites. Ils sont satisfaites, mais ils sont satisfaites dans un temps qui est très, très loin. Donc, il y a un risque qu'on appelle de famine. Ça veut dire que le cas extrême, c'est quoi? C'est que tu as un processus qui génère des requêtes localement et que ce processus prend beaucoup de temps. Ça veut dire que
jusqu'à ce que le processus se termine. On pourra se libérer justement de cette localité et aller satisfaire les requêtes qui se trouvent à l'extrémité. Donc là, la famine, c'est vraiment l'élément extrême, je dirais. C'est vraiment l'extrême, c'est que tu as plusieurs processus qui tournent et qui continuent à tourner, et donc ça évite aux autres de s'exécuter. Alors, je termine par juste une explication assez courte pour qu'on puisse faire la partie TD quand même. Alors, pour le virtuel, ce qu'on avait dit, c'est des périphériques qui sont là. On essaye de surpasser un peu cette situation. Et donc, pour surpasser cette situation, ben, automatiquement, on crée ce système de spooling. C'est quoi? Donc, dans ce système de spooling, au lieu d'attendre à chaque fois que le périphérique se termine pour qu'on puisse engager une autre opération, donc l'idée, ce périphérique, il sera géré virtuellement par le disque. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une opération, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la partie, par exemple, sortie, c'est qu'à chaque fois que vous voulez faire une impression, l'impression n'est pas dirigée vers le périphérique, elle est dirigée vers le disque. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du disque, il y a une partie qui va s'occuper, grâce aux interruptions, du périphérique lui-même. Donc, quand le périphérique est libre, je vais lancer l'information et je vais lancer l'impression. Quand cette impression se termine, automatiquement, je vais voir, est-ce qu'il y a encore dans le spool, c'est-à-dire la partie du disque qui est associée à ça, est-ce qu'il y a des impressions qui sont en cours? Donc, si oui, puisque le périphérique vient de terminer, je vais relancer la suivante et ainsi de suite. De la même manière, on peut le faire au niveau de l'entrée, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple Unix, on avait dit que les commandes sont exécutées à partir du clavier. Ces commandes-là, je peux contourner les choses et ne pas les exécuter par exemple, pour le boot de système. On ne va pas taper toutes les commandes les unes à la suite des autres. En général, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un fichier script qui contient toutes les commandes et par la suite, il suffit d'orienter je dirais, le système vers ce fichier-là, donc il va lire à partir du disque et ce qui permet d'accélérer le processus. Et donc ça, c'est la philosophie justement du spooling qui est utilisée. Et vous pouvez voir ce genre de choses, lancer plusieurs impressions, par exemple, vous êtes sur Excel ou Word, lancez plusieurs impressions et vous allez consulter, par exemple, le gestionnaire d'imprimante, vous allez voir que vous avez une liste d'attente des différents fichiers qui sont en attente d'impression. Et donc là, pour le système, il vous dit que c'est bon, l'impression a été lancée, mais réellement, elle est prise en charge, mais elle n'est pas lancée. Elle sera lancée dès que le périphérique soit prêt pour le faire. Et donc ça, c'est la technique qui est faite. Et donc, concernant le spooling, vous avez une structure de données qui permet de garder les requêtes et de pouvoir les utiliser. Alors, sur ce, je termine et donc je reprends tout de suite dans une minute ou deux pour entamer la partie TD.